Il existe une méthode qui fonctionne depuis des décennies, mais que presque plus personne ne connaît. Les jardiniers n'aiment pas en parler parce qu'elle est trop simple, trop peu coûteuse, trop indépendante de tout ce qu'on nous incite à acheter. Alors que les prix alimentaires augmentent et que les rayons se vident, il y a des gens qui récoltent 3 fois plus de pommes de terre que leurs voisins sans dépenser un centime en engrais. Aucun géant de la chimie ne gagne d'argent là-dessus. Aucun centre de jardinage n'en profite. Juste toi et ton sol. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer une technique qui peut tripler ta récolte de pommes de terre sans que tu n'aies plus jamais à dépenser d'argent en engrais chimiques. Ce n'est pas une science secrète, ce n'est pas une nouvelle invention. C'est un savoir ancien qui fonctionnait bien avant l'existence de l'industrie des engrais. Et c'est précisément pour cela qu'il a été oublié. Parce qu'on ne peut pas gagner d'argent avec. Parce qu'il rend les gens indépendants. Parce qu'il est si simple que n'importe qui peut le mettre en œuvre. Mais avant de commencer, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne. Les informations que tu trouveras ici pourraient faire toute la différence entre la dépendance et une véritable autosuffisance. Laisse un like si tu comprends l'importance de transmettre ce savoir. Et reste bien jusqu'à la fin, car tout ce que je vais te montrer maintenant ne prendra tout son sens qu'à la fin. C'est un système, et chaque partie est liée aux autres. Si tu sautes une étape, tu perdras la cohérence de l'ensemble. Nous vivons à une époque où l'agriculture a été industrialisée. Les agriculteurs travaillent avec des machines pesant plusieurs tonnes, des engrais synthétiques et des semences génétiquement optimisées. Le système fonctionne tant que tout est disponible, tant que les chaînes d'approvisionnement sont intactes, tant que les prix restent abordables, tant que les usines produisent. Mais c'est précisément là le problème. Tout dépend de facteurs hors de ton contrôle, d'usines dans d'autres pays qui peuvent arrêter leur production, de prix sur lesquels tu n'as aucune influence, de décisions politiques prises au-dessus de ta tête, de guerres, d'embargos, de crises énergétiques. Il y a 100 ans, c'était différent. Les paysans savaient comment faire quelque chose à partir de rien. Ils connaissaient les principes du sol. Ils comprenaient que les plantes n'ont pas besoin d'usines, mais de conditions favorables. La bonne structure, le bon environnement, le bon moment. Ils n'avaient pas Internet, pas d'institut scientifique, pas d'analyse de laboratoire. Mais ils avaient le sens de l'observation, l'expérience et un savoir transmis de génération en génération. Et c'est exactement ce savoir qui s'est perdu. Non pas parce qu'il ne fonctionne pas, mais parce qu'il ne peut pas être vendu, parce qu'il ne crée pas de dépendance, parce qu'il rend les gens autonomes. On peut vendre un sac d'engrais, on ne peut pas vendre une méthode qui fonctionne sans engrais. C'est pour cette raison que ces techniques ont disparu des manuels scolaires et ne sont plus mentionnées dans les magazines de jardinage. C'est pourquoi les grandes chaînes de jardinage présentent sans cesse de nouveaux produits, mais ne parlent jamais des anciennes méthodes. Ce que je vais te montrer se base sur des lois naturelles valables depuis des millénaires. Les pommes de terre sont des expertes de la survie. Elles sont originaires des Andes, où elles poussent dans des sols pauvres et pierreux. Elles résistent au gel, elles résistent aux sécheresses. Elles stockent l'énergie plus efficacement que presque n'importe quelle autre plante. Elles se multiplient rapidement et de manière fiable. Une seule pomme de terre peut en produire 10, 20, parfois 30 nouvelles. C'est un facteur de multiplication que peu d'autres plantes cultivées atteignent. Mais seulement si tu comprends comment leur offrir les bonnes conditions. Et c'est là que réside l'astuce que la plupart des gens ignorent. Ils traitent les pommes de terre comme n'importe quel autre légume. Ils creusent un trou, plantent et attendent. Mais les pommes de terre fonctionnent différemment. Elles possèdent une propriété unique qui, une fois comprise et exploitée, transforme totalement le rendement. Et quand tu comprends cela, tout change. Commençons par le premier principe. Les pommes de terre n'ont pas besoin d'engrais, elles ont besoin de structure. La plupart des jardiniers amateurs creusent un trou d'environ 20 à 30 cm de profondeur, y déposent une pomme de terre, la recouvrent de terre et attendent. Ça fonctionne. On obtient des pommes de terre, peut-être 5 ou 8 par plant, mais c'est inefficace. Cela n'exploite qu'une fraction du potentiel de la plante. C'est comme conduire un moteur en restant toujours en première vitesse. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Les pommes de terre ne forment pas de tubercules uniquement sous la profondeur de plantation initiale, mais tout au long de la tige recouverte de terre. C'est la clé.
C'est le secret. Plus il y a de tiges sous terre, plus il y a de tubercules qui se forment. C'est si simple, et pourtant, presque personne ne le fait correctement, car ce n'est plus enseigné nulle part. C'est pourquoi les jardiniers expérimentés, qui travaillent encore selon les anciennes méthodes, utilisent la technique du butage. Au lieu d'enterrer la pomme de terre profondément, tu la poses à plat dans un sillon d'environ 10 à 15 cm de profondeur. Pas plus. La pomme de terre a besoin d'espace pour pousser vers le haut. Le chemin vers la surface ne doit pas être trop long. Quand la pousse atteint environ 15 à 20 cm de haut, le vrai travail commence. Tu ramènes de la terre autour de la tige pour que seuls les 8 à 10 derniers centimètres de feuilles dépassent. Tu enterres littéralement la tige sous de la terre fraîche. Que se passe-t-il alors? La plante réagit instinctivement. Elle croit avoir été ensevelie par un glissement de terrain. Elle doit remonter à la surface. Elle s'étire donc. Elle continue de pousser vers le haut, mais en même temps, il se passe autre chose. Elle forme de nouvelles racines le long de la tige désormais enterrée, et sur ces nouvelles racines se forment de nouveaux tubercules. Voilà le mécanisme, voilà la biologie derrière tout ça. Tu répètes cela 2, 3, parfois 4 fois pendant la phase de croissance, selon la vitesse de croissance de la plante et la durée de la saison. Chaque fois que tu butes, tu donnes à la plante l'opportunité de créer un nouvel étage de tubercules, sans engrais, sans chimie, juste par la structure, juste en comprenant comment la plante fonctionne et ce qu'elle ressent. Imagine cela comme une cave à plusieurs étages. Un plant de pommes de terre normal forme des tubercules sur un seul niveau, peut-être à 20 cm sous la surface. 5, 6, peut-être 8 tubercules. Mais quand tu butes, tu construis plusieurs étages. Des tubercules à différentes hauteurs, certains à 10 cm, d'autres à 20, 30 ou 40 cm. Tu utilises l'espace vertical, tu profites de la troisième dimension. Et c'est exactement ce qui fait la différence entre une récolte moyenne de 2 kg par plant et une récolte exceptionnelle de 6 kg. Le triple, grâce à cette seule technique. Je l'ai testé moi-même. 2 rangées de pommes de terre, même variété, même sol, même arrosage. Une rangée plantée normalement à 20 cm de profondeur, puis laissée tranquille. L'autre rangée plantée en surface et butée 3 fois. Le résultat était sans appel. La rangée classique m'a donné en moyenne 18 pommes de terre par plant, environ 2 kg. La rangée butée m'a donné entre 24 et 28 pommes de terre par plant, soit environ 5 à 6 kg. Ce n'est pas marginal, c'est transformateur. Le deuxième principe, c'est le carbone. Les pommes de terre ont besoin d'énergie pour former des tubercules. Cette énergie ne vient pas seulement de l'air par la photosynthèse des feuilles. Les feuilles produisent du sucre, mais les tubercules ont besoin de plus. Ils ont besoin de nutriments provenant du sol, et ces nutriments proviennent de la matière organique qui se décompose. Les paysans d'autrefois appelaient cela le compost, le fumier, les engrais verts, mais le principe reste le même, le carbone. Tu n'as pas besoin d'un tas de compost parfait qui doit mûrir pendant 1 an à la bonne température et au bon taux d'humidité. Tu as juste besoin de matière qui se décompose, de la matière que les micro-organismes peuvent désintégrer, de la matière qui contient du carbone. La paille est idéale. Elle est légère, aérée et se décompose lentement sur plusieurs mois. C'est important. Tu ne veux pas que tout se décompose d'un coup. Tu veux un apport régulier de nutriments sur toute la période de croissance. Les tontes de gazon fonctionnent aussi, mais sois prudent. L'herbe fraîche est pleine d'azote. Si tu en mets trop d'un coup dans le sol, elle va chauffer en se décomposant. La température peut monter à 60 ou 70 degrés. Cela brûle les racines et la plante meurt. C'est pourquoi il faut toujours mélanger l'herbe fraîche avec de la matière sèche, paille, feuilles mortes, carton. Cela freine la décomposition et maintient la température dans une zone sûre. Les feuilles de l'automne dernier servent au même but. C'est du carbone, c'est de la structure et c'est gratuit. C'est déjà là dans ton jardin, sur ta pelouse, sous tes arbres. Il te suffit de les ramasser et de les utiliser. Beaucoup de gens jettent leurs feuilles. Ils les mettent dans des sacs sur le trottoir. C'est comme jeter de l'or. Les feuilles mortes sont l'une des ressources les plus précieuses pour ton jardin.
Quand tu plantes tes pommes de terre, mélange cette matière organique directement à la terre. Pas au-dessus, où elle s'envolerait ou serait grattée par les oiseaux. Pas à côté, où elle ne sert à rien. Directement là où les racines vont pousser. Tu creuses ton sillon à environ 15 cm. Tu y déposes une couche de matière organique d'environ 5 cm. Ensuite la pomme de terre, puis encore une couche de matière organique. Puis de la terre par-dessus. Cela crée un environnement où les micro-organismes peuvent travailler à la perfection. Pendant que la plante pousse, des milliards de bactéries, de champignons et d'autres micro-organismes décomposent cette matière. Ils la désintègrent molécule par molécule et libèrent des nutriments. Azote, phosphore, potassium, oligoéléments, tout ce dont la plante a besoin, lentement, régulièrement, sur des semaines et des mois. Pas en une poussée soudaine comme avec l'engrais chimique, mais de manière continue et adaptée aux besoins de la plante. C'est crucial. L'engrais chimique donne un coup de boost rapide. Tu le répands, la plante l'absorbe. Elle devient verte, elle pousse vite. Elle a l'air saine, mais ce que tu ne vois pas, c'est le système racinaire. L'engrais chimique est un sel concentré. NPK, azote, phosphore, potassium, à haute concentration. Un excès brûle les fins poils racinaires qui absorbent les nutriments. La plante développe un système racinaire superficiel et faible. Elle devient dépendante d'une fertilisation constante et l'engrais s'infiltre rapidement. Après une pluie, une grande partie a disparu dans la nappe phréatique, là où il ne sert à rien et ne fait que nuire. Nitrate dans l'eau potable, phosphate dans les rivières, prolifération d'algues, mortalité des poissons. Voilà les conséquences. La matière organique fonctionne fondamentalement différemment. Elle ne nourrit pas seulement la plante, elle nourrit le sol. Elle alimente les micro-organismes qui rendent le sol vivant. Et un sol vivant est un sol sain. Un sol sain produit des plantes saines. Les plantes saines résistent aux maladies. Elles n'ont pas besoin de pesticides ni de fongicides. Elles sont assez fortes pour se défendre elles-mêmes. Le meilleur dans tout ça, c'est que ça ne coûte rien. Tu ne jettes pas d'argent par les fenêtres pour des sacs d'engrais chimiques à 40 ou 50 euros. Tu utilises ce qui est déjà là, ce que les autres jettent, ce que la nature te donne. Le troisième principe est l'eau. Non pas sa quantité, mais son stockage. C'est toute la différence. Les pommes de terre ont besoin d'humidité, surtout pendant la formation des tubercules, qui commence environ 6 à 8 semaines après la plantation. Si le sol s'assèche à ce moment-là, la croissance s'arrête. Les tubercules restent petits. Mais si le sol est trop humide, c'est l'inverse qui se produit. Les tubercules commencent à pourrir. Les maladies fongiques se propagent. La récolte est perdue. La solution ne consiste pas à arroser plus ou moins. La solution réside dans la structure même du sol, dans sa capacité à retenir l'eau sans qu'elle ne stagne. C'est l'équilibre que tu dois atteindre. Quand tu mélanges de la matière organique au sol, il se produit quelque chose d'étonnant. Le sol change de texture. Il devient meuble, grumeleux. De petites poches d'air se créent entre les particules de terre. Des cavités qui peuvent stocker l'eau tout en laissant passer l'air. Imagine une éponge. Elle peut absorber plusieurs fois son poids en eau, mais elle ne devient pas un bloc impénétrable. Elle reste aérée, elle continue de respirer. C'est ainsi que ton sol devrait être. Les sols argileux lourds sont tout l'inverse. Ils sont composés de minuscules particules très serrées, les unes contre les autres. Ils deviennent durs comme du béton. Mouillés, ils se transforment en une masse gluante et impénétrable. L'eau ne peut pas s'infiltrer, l'air ne peut pas circuler. Les racines étouffent littéralement, elles n'ont plus d'oxygène et meurent. Mais en incorporant de la matière organique, tu brises cette structure. Les particules sont écartées. Des canaux se forment, des galeries par lesquelles l'eau peut s'écouler, l'air circuler et les racines pousser. Le sol s'anime, les vers de terre s'y installent, ils creusent leurs tunnels. Ces tunnels sont comme un système de tuyauterie qui parcourt le sol. L'eau peut s'infiltrer rapidement en profondeur et l'air peut atteindre les couches les plus basses. C'est exactement l'environnement où les racines de pommes de terre s'épanouissent. Passons maintenant à la deuxième partie, la surface. Si tu laisses la surface de ton sol à nu, voici ce qui se passe. Le soleil chauffe le sol. L'humidité s'évapore rapidement.
Le vent dessèche la couche supérieure. Après une journée sans pluie, la surface est sèche comme de la poussière. Après 3 jours, les 10 premiers centimètres sont asséchés. Les plantes souffrent. Mais si tu pailles la surface avec de la paille, de l'herbe coupée, des feuilles ou même du carton, tu crées une couche protectrice. Le soleil ne peut plus chauffer directement le sol. Le vent ne peut plus balayer l'humidité. La température reste plus constante. L'humidité reste plus longtemps dans le sol. La différence est énorme. Lors des étés secs, cela peut faire la différence entre une bonne récolte et rien du tout. J'ai fait des expériences. 2 planches de culture, même pomme de terre, même sol. Une planche paillée avec 10 centimètres de paille, l'autre sans paillis. J'ai arrosé les deux de la même manière, une fois par semaine. Au bout de 4 semaines, j'ai examiné le sol. La planche non paillée était presque sèche sur les 15 premiers centimètres. Les plantes étaient stressées, les feuilles tombaient. La planche paillée était encore humide même en profondeur. Les plantes étaient d'un vert éclatant et poussaient vigoureusement. Et voici le bonus. Cette couche de paillis devient elle-même de la matière organique. Elle se décompose lentement de bas en haut. Les micro-organismes remontent, décomposent le paillis et les nutriments migrent dans le sol. Tu nourris ton sol tout en économisant de l'eau. D'une pierre 2 coups. Et là encore, pas d'argent dépensé. Juste comprendre comment l'eau fonctionne dans le sol. Juste appliquer des principes qui fonctionnent depuis des millénaires. Le 4e principe est l'ombre. Cela semble paradoxal, n'est-ce pas? Pourtant, les pommes de terre ont besoin de soleil. Oui, les feuilles ont besoin de soleil pour la photosynthèse. Sans soleil, pas d'énergie. Sans énergie, pas de photosynthèse. Sans photosynthèse, pas de sucre. Sans sucre, pas de tubercules. La plante a besoin d'au moins 6 heures de soleil direct par jour pour une croissance optimale. Mais les tubercules eux-mêmes ne doivent jamais voir la lumière. Jamais. Pas un jour, pas une heure. C'est absolument crucial. Voici ce qui arrive. Lorsque les pommes de terre sont exposées à la lumière, elles produisent de la solanine, un alcaloïde naturel qui protège la plante contre les prédateurs. C'est une stratégie de défense. La pomme de terre croit qu'elle est hors de terre et pourrait être mangée. Elle produit donc du poison. La solanine colore la pomme de terre en vert et elle est toxique pour les humains et les animaux. Ce n'est pas mortel à petite dose, mais c'est désagréable. Maux de tête, nausées, crampes d'estomac, diarrhée. En plus grande quantité, cela peut mener à de graves intoxications. Tu ne veux pas manger ça? Les pommes de terre vertes ne vont pas dans l'assiette, elles vont au compost. C'est exactement pour cela que le butage est si important. Il remplit plusieurs fonctions à la fois. Premièrement, il met plus de tiges sous terre, ce qui produit plus de tubercules, comme nous l'avons déjà vu. Deuxièmement, il crée une épaisse couche de terre au-dessus des tubercules pour qu'aucune lumière ne passe. Plus tu butes haut, meilleure est la protection. Il devrait y avoir au moins 20 cm de terre au-dessus des tubercules supérieurs, idéalement 30. Certains jardiniers utilisent une méthode alternative, surtout dans les régions aux sols argileux lourds où creuser est pénible. On l'appelle la méthode sous-paille ou la méthode de la tour à patates. Tu poses simplement la pomme de terre sur le sol, sans creuser. Puis tu la recouvres de 30 à 40 cm de paille. La plante germe, pousse à travers la paille. Les feuilles atteignent la lumière. Les tubercules se forment sous la couche de paille, protégés de la lumière, de la chaleur et du dessèchement. En fin de saison, tu n'as pas besoin de creuser. Pas de travail à la bêche ou à la fourche-bêche. Tu écartes simplement la paille et tu ramasses les pommes de terre. Elles sont pratiquement à la surface. Elles sont propres car elles n'ont jamais été en contact direct avec la terre. Tu ne les abîmes pas accidentellement avec une bêche, comme c'est souvent le cas lors d'une récolte classique. Et tu peux réutiliser la paille. Tu la laisses sur place comme paillis pour l'année suivante ou tu l'utilises au compost. Cette méthode fonctionne particulièrement bien dans les systèmes de permaculture où le sol n'est jamais retourné. Tu travailles par couche. Tu construis le sol par le haut au lieu de le retourner chaque année et de perturber la vie souterraine. Les micro-organismes, les réseaux de champignons, les vers de terre, tous restent tranquilles. Le sol s'améliore d'année en année. Mais quelle que soit la méthode choisie,
Le butage traditionnel ou la méthode sous paille, le principe reste le même. Les tubercules doivent rester dans le noir. Vérifie tes plants régulièrement, surtout après de fortes pluies qui emportent la terre ou après du vent qui affaisse les buttes. Si tu vois des tubercules pousser vers la surface, si tu vois des taches vertes, rajoute de la terre. Quelques jours de lumière suffisent à former de la solanine. Sois vigilant. C'est un détail que peu de gens retiennent. Le cinquième principe est le temps, la patience. C'est peut-être le principe le plus difficile pour l'homme moderne. Nous vivons dans un monde d'impatience. Café instantané, messagerie instantanée, satisfaction immédiate. Mais les plantes ne fonctionnent pas ainsi. Elles ont besoin de temps. Et si tu ne leur donnes pas ce temps, tu le paies sur ton rendement. Les pommes de terre ont besoin d'environ 100 à 120 jours pour arriver à pleine maturité, selon la variété. Les pommes de terre précoces sont plus rapides, 90 à 100 jours. Les tardives demandent plus longtemps, 110 à 130 jours. Mais la plupart des jardiniers amateurs font la même erreur. Ils récoltent trop tôt, par impatience. Ils veulent savoir si ça a marché. Ils voient que la plante fleurit et pensent que c'est le moment. Ils déterrent prudemment un plant, trouvent quelques petits tubercules de la taille d'une noix et sont satisfaits. Ils récoltent tout, mais c'est une erreur. La floraison n'est pas le signal de la récolte. La floraison signale que la plante est entrée dans sa phase de reproduction. Elle pourrait maintenant former des graines, mais ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les graines, ce sont les tubercules. Et la phase de croissance la plus importante des tubercules a lieu durant les 4 à 6 dernières semaines. Précisément au moment où la plante commence à flétrir. Les feuilles jaunissent, d'abord les basses, puis celles du milieu, enfin les hautes. La tige devient molle, elle s'affaisse. La plante a l'air de mourir. Pour les jardiniers inexpérimentés, cela ressemble à une maladie, à une attaque fongique, à un dépérissement. Ils pensent qu'ils doivent récolter vite avant que tout ne pourrisse. Mais ce n'est pas un signe de maladie, c'est le cycle de vie naturel de la plante. Elle meurt, mais elle transmet tout ce qu'elle possède à la génération suivante, les tubercules. Durant ces dernières semaines, la plante transfère toute son énergie vers les tubercules. Tous les nutriments des feuilles et de la tige sont décomposés et transportés vers le bas. Les tubercules gonflent. Ils deviennent plus gros, plus fermes, plus lourds. Ils stockent de l'amidon. Ils se préparent pour l'hiver, pour la période de repos, pour l'attente du prochain printemps. Attends que la plante soit complètement morte, qu'il n'y ait plus rien de vert, que la tige soit brune et sèche. Ensuite, attends encore une semaine, voire 2. Je sais, c'est dur. Tu veux voir ce que tu as accompli. Tu veux récolter les fruits de ton travail, mais la patience est récompensée. Pourquoi attendre? La peau des pommes de terre se raffermit pendant cette période. Elle durcit. C'est essentiel pour la conservation. Les pommes de terre à peau fine s'abîment facilement à la récolte. La peau se déchire, l'humidité s'infiltre, la pourriture commence. Elles ne se conservent que quelques semaines. Les pommes de terre à peau ferme sont robustes. Elles survivent à la récolte sans dommage. Elles se conservent des mois. Bien stockées, au frais et à l'obscurité, elles tiennent jusqu'au printemps suivant. Et voici ce que la plupart des gens ignorent. Durant ces dernières semaines, après la mort de la plante, les tubercules continuent de gagner en volume. Ils tirent les derniers nutriments du sol. Ils concentrent l'amidon. Ils deviennent plus denses, plus secs, plus aptes au stockage. La différence entre une récolte à 100 jours et une à 120 jours peut représenter 30 à 40% de rendement en plus. C'est énorme. Juste en attendant, juste en laissant la nature suivre son cours. J'ai aussi testé cela. 2 rangées, même variété. Une rangée récoltée à 100 jours, alors que les plants étaient encore partiellement verts. L'autre à 120 jours, 2 semaines après le dépérissement complet. Le résultat? La récolte précoce m'a donné en moyenne 4 kg par plant. La récolte tardive m'a donné 6 kg par plant, soit 50% de plus. Et les pommes de terre de la récolte tardive étaient plus grosses, plus fermes et se sont mieux conservées. La patience est peut-être le facteur le plus important. Pas plus de travail, pas plus d'engrais, pas plus d'eau, juste plus de temps. C'est la différence entre une récolte moyenne et une récolte extraordinaire. Le 6e principe est la rotation, l'évitement de la répétition.
La rotation des cultures est l'un des principes les plus anciens de l'agriculture, mais il est aujourd'hui souvent ignoré, surtout dans les petits jardins où les gens pensent manquer de place. Les pommes de terre puisent beaucoup de nutriments dans le sol, surtout du potassium et du phosphore. Elles en ont besoin en grande quantité pour former leurs tubercules. Si tu plantes des pommes de terre au même endroit année après année, le sol s'épuise. Les nutriments sont consommés, les rendements chutent. La première année, tu obtiens peut-être 6 kg par plant, la deuxième seulement 4, la troisième seulement 2. Le sol est vidé. Et pire encore, les maladies s'accumulent. Les doryphores hivernent dans le sol. Ils se réveillent au printemps, pile au moment où tu plantes les nouvelles pommes de terre, et trouvent immédiatement de quoi manger. Les spores de champignons restent viables dans le sol pendant des années. Mildiou, gale, flétrissement, ils attendent. Et dès que tu replantes des pommes de terre, ils attaquent. Les nématodes, de minuscules vers ronds qui attaquent les racines, se multiplient de manière exponentielle s'ils retrouvent la même plante haute chaque année. C'est pour cette raison que les paysans pratiquent la rotation des cultures depuis des siècles. Ils ne plantent jamais la même culture 2 fois de suite au même endroit. Après les pommes de terre, l'année suivante, tu plantes autre chose, quelque chose qui a besoin d'autres nutriments, qui a des racines différentes, qui n'est pas sensible aux maladies et aux ravageurs de la pomme de terre. Les haricots sont idéaux. Ils appartiennent aux légumineuses, une famille de plantes qui vit en symbiose avec des bactéries spécifiques. Ces bactéries, les rhizobiomes, vivent dans de petits nodules sur les racines des haricots. Elles ont une capacité étonnante. Elles peuvent fixer l'azote de l'air et le transformer en une forme utilisable par les plantes. L'air est composé à 78% d'azote, mais les plantes ne peuvent pas l'utiliser directement. Les rhizobiomes le rendent disponible, et quand les haricots meurent, cet azote reste dans le sol. Ils enrichissent la terre au lieu de l'épuiser. Ou alors, les engrais verts. Ce sont des plantes que tu ne récoltes pas. Tu les sèmes juste pour améliorer le sol. En automne, après avoir récolté les pommes de terre, tu sèmes de la facélie, de la moutarde, du trèfle ou du seigle. Ils poussent vite, même en automne quand les températures chutent. Ils couvrent le sol, le protègent de l'érosion causée par le vent et la pluie. Leurs racines ameublissent la terre. Ils fixent les nutriments qui sinon seraient lessivés. Au printemps, environ 2 semaines avant de vouloir planter le légume suivant, tu les incorpores au sol. Tu les fauches ou tu les enfouis. Ils se décomposent rapidement parce qu'ils sont jeunes et juteux. Et ils restituent ce que les pommes de terre ont pris. Plus une masse organique supplémentaire, plus de l'azote que certains, comme le trèfle, ont capté dans l'air. Ton sol est meilleur qu'avant, et tu n'as pas dépensé un centime. Ce cycle te rend indépendant. Tu n'achètes pas d'engrais, tu n'achètes pas d'amendements coûteux en sac. Tu n'achètes pas de pesticides, parce que les maladies n'ont pas le temps de s'installer. Tu travailles avec la nature, pas contre elle. Tu comprends que le sol est un système vivant, un écosystème dont il faut prendre soin. Et si tu en prends soin, il te le rend. Année après année, génération après génération. Une rotation simple pourrait ressembler à ceci. Année 1, pommes de terre. Année 2, haricots ou pois, qui fixent l'azote. Année 3, choux, brocolis ou autres crucifères, qui ont besoin de beaucoup d'azote. Année 4, tomates, poivrons ou aubergines, qui appartiennent à la même famille que les pommes de terre, mais ne reviennent sur la même planche qu'après 3 ans. Puis, en année 5, retour des pommes de terre. 4 ans de pause entre les pommes de terre est le minimum. 5 ou 6 ans sont préférables si tu as de la place. Peu de gens s'en souviennent, mais c'est crucial pour un succès durable. Tu ne peux pas faire les mêmes erreurs année après année et espérer que ça fonctionne. La nature pardonne à court terme, mais à long terme, on paie toujours le prix de l'ignorance. Maintenant, tu vois le tableau d'ensemble. Chaque principe en soi est simple. Pas de science complexe, pas de techniques alambiquées. Mais ensemble, ils forment un système qui est plus que la somme de ses parties. Un système qui s'auto-renforce, où chaque élément soutient les autres. Tu plantes en surface et tu butes plusieurs fois pour avoir plus de tiges sous terre et former plus de tubercules le long de la tige. Plus de tubercules signifie plus de rendement. Cela peut doubler ou tripler ta récolte.
Tu mélanges de la matière organique au sol pour libérer les nutriments lentement et régulièrement sur toute la période de croissance. Cela nourrit la plante mieux que n'importe quel engrais chimique et c'est gratuit. Tu pailles la surface pour stocker l'eau, réduire l'évaporation et protéger le sol des températures extrêmes. Cela économise de l'eau et du travail, et la couche de paillis devient elle-même de la matière organique qui améliore encore le sol. Tu protèges les tubercules de la lumière par un butage suffisant ou une épaisse couche de paille pour empêcher la formation de solanine. Cela rend ta récolte sûre et comestible. Tu attends que la plante soit totalement mûre, et encore 1 à 2 semaines de plus, pour obtenir un rendement maximal et une meilleure qualité de stockage. Cela peut faire la différence entre 4 et 6 kg par plant. Et tu alternes les cultures pour garder le sol sain, productif et exempt de maladies. Cela garantit un succès durable année après année, sans avoir à acheter d'intrants supplémentaires. Chacun de ces principes renforce les autres. Le paillis devient de la matière organique. La matière organique améliore la capacité de rétention d'eau. Une meilleure rétention d'eau conduit à des plantes plus saines. Des plantes plus saines produisent plus de tubercules. Plus de tubercules signifie plus de nourriture. Plus de nourriture signifie plus de sécurité. Plus de sécurité signifie plus d'indépendance. Plus d'indépendance signifie plus de liberté. Ce n'est pas seulement du jardinage, c'est un principe de vie. Un principe qui peut s'appliquer à tout. Aux tomates que tu plantes plus profondément que recommandé pour qu'elles forment plus de racines le long de la tige enterrée. Aux haricots que tu fertilises au compost plutôt qu'à l'azote parce qu'ils produisent leur propre azote. Aux courges que tu cultives sur des buttes pour que l'eau s'écoule et que les plants ne pourrissent pas. Le principe est toujours le même. Comprendre comment la plante fonctionne, comprendre sa biologie, comprendre ses besoins. Donne-lui les conditions dont elle a besoin et elle te récompensera. Le système que je t'ai montré fonctionne. Il fonctionnait bien avant qu'il n'y ait une industrie des engrais. Il fonctionnait quand nos grands-parents cultivaient encore eux-mêmes pour survivre. Et il fonctionne aujourd'hui, non pas parce qu'il est nouveau, mais parce qu'il repose sur des lois naturelles qui ne changent pas. Les plantes ont besoin de structure, de nutriments, d'eau, de protection et de temps. Si tu leur donnes ça, elles poussent. C'est aussi simple que cela. Et pourtant, nous l'avons oublié. Nous l'avons échangé contre de la dépendance, de la commodité, contre l'illusion que nous pouvons contrôler la nature. Mais voici le point le plus important. Ce système ne crée pas de dépendance. Il te rend plus indépendant chaque année. Ton sol s'améliore parce que tu en prends soin. Tes rendements augmentent parce que le sol devient plus fertile. Tes connaissances s'accroissent parce que tu observes et apprends. Tu apprends à lire les signes. Tu comprends quand il faut buter, quand il faut arroser, quand il faut récolter. Tu développes un instinct pour les plantes, et ce savoir, personne ne peut te l'enlever. Aucune crise ne peut te le prendre, aucune inflation ne peut le dévaluer. Aucun gouvernement ne peut le taxer. C'est ton capital, le capital le plus précieux qui soit. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Le monde change plus vite que la plupart des gens ne veulent l'admettre. Des chaînes d'approvisionnement stables depuis des décennies s'effondrent. Des prix qui étaient prévisibles explosent. Des systèmes qui semblaient sûrs vacillent. Ce n'est pas du pessimisme, ce n'est pas du catastrophisme, c'est la réalité. Regarde les nouvelles. Regarde l'évolution des 5 dernières années. Les signes sont partout. Les prix de l'énergie grimpent. Les prix des engrais grimpent parce qu'ils dépendent du gaz naturel. Les prix alimentaires grimpent parce que la production dépend de l'énergie et des engrais. Ce sont des dominos. L'un tombe et les autres suivent. Et au bout de la chaîne, il y a toi. Toi qui te tiens au supermarché et n'arrives pas à croire le prix d'un sac de pommes de terre. Mais tu as un choix. Tu peux attendre que les rayons soient vides, que les prix deviennent inabordables, que le système s'écroule. Tu peux espérer que tout s'arrange. Tu peux compter sur le fait que quelqu'un d'autre s'occupera de toi. Le gouvernement, les supermarchés, n'importe qui. Ou alors, tu peux commencer dès aujourd'hui à te rendre indépendant. Pas demain, pas l'année prochaine, pas quand la situation s'aggravera. Aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis. Cette astuce avec les pommes de terre n'est que le début.
C'est un point d'entrée. C'est une méthode qui fonctionne, qui donne des résultats immédiats, qui te motive à continuer. Mais c'est plus que cela. C'est une preuve. Une preuve que tu peux faire plus que ce que tu pensais, que tu peux être plus indépendant que tu ne le croyais, que tu n'es pas impuissant. C'est un principe que tu peux appliquer à tout, aux tomates, aux haricots, aux courges, aux choux, à chaque légume que tu veux cultiver, à ta vie entière, à ton attitude globale face au monde. Il ne s'agit pas de devenir jardinier. Il ne s'agit pas de retourner au Moyen Âge. Il ne s'agit pas de rejeter le monde moderne. Il s'agit de reprendre le contrôle sur ta vie, sur une partie fondamentale de ta vie, la nourriture. Si tu comprends comment les plantes poussent, tu ne seras jamais impuissant. Si tu sais comment régénérer un sol, tu ne seras jamais totalement dépendant. Si tu es capable de produire une partie de ta propre nourriture, tu es plus libre. Plus libre des prix fixés par d'autres. Plus libre des chaînes d'approvisionnement contrôlées par d'autres. Plus libre des systèmes qui veulent te maintenir dans la dépendance. Ce n'est pas une exagération. C'est la vérité que les gens d'il y a 100 ans connaissaient encore. La nourriture, c'est le pouvoir. Celui qui contrôle ta nourriture te contrôle. Celui qui décide de ce que tu manges décide de ta vie. Mais si tu produis ne serait-ce qu'une partie de ta propre nourriture, tu t'appartiens davantage. C'est ça la liberté. La vraie liberté. Pas la liberté de choisir entre 20 sortes de yaourts au supermarché, mais la liberté d'être indépendant des systèmes qui peuvent s'effondrer, des systèmes qui te voient comme un consommateur, pas comme un être humain. Et voici la beauté de la chose. C'est plus simple que tu ne le penses. Tu n'as pas besoin d'un grand jardin. 20 mètres carrés suffisent pour commencer. Tu n'as pas besoin d'outils coûteux. Une bêche, une houe, un arrosoir, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'années d'expérience. Tu as juste besoin de savoir et de la volonté de commencer. L'étape la plus difficile est la première. Mettre la première pomme de terre en terre. Mais dès que tu commences, dès que tu vois comment ça fonctionne, dès que tu récoltes ta première pomme de terre cultivée par toi-même, quelque chose change en toi. Tu comprends soudain que tu es capable de plus que ce que tu pensais, que tu es plus compétent que tu ne l'imaginais, que tu n'as pas à être aussi dépendant qu'on te l'a fait croire. Imagine ce que l'on ressent, en automne, en ouvrant sa cave et en voyant des sacs pleins de pommes de terre que tu as cultivées toi-même. 50 kg, 100 kg, 200 kg si tu as assez de place, sans avoir acheté d'engrais, sans dépendre des magasins, sans te demander si tu pourras encore te payer à manger le mois prochain. Juste toi, ton sol, ton savoir et ton travail. C'est ça la sécurité. C'est ça la sécurité de vie à long terme, c'est ça l'indépendance. C'est de cela qu'il s'agit sur cette chaîne. C'est ce que je veux te montrer. Si cette vidéo t'a aidé, alors abonne-toi à cette chaîne maintenant. Pas plus tard, pas quand tu auras le temps, maintenant. Les informations que tu recevras ici sont ce qui fera la différence dans les années à venir. Ce n'est pas une chaîne de jardinage ordinaire, c'est une chaîne sur l'autosuffisance, sur l'indépendance, sur la liberté, sur la capacité à prendre soin de soi, peu importe ce qui arrive. Partage cette vidéo avec des personnes qui devraient comprendre l'importance de l'autonomie alimentaire. Avec ta famille, tes amis, tes voisins, avec des gens prêts à apprendre, avec ceux qui comprennent que quelque chose doit changer. Dis-moi dans les commentaires si tu vas essayer cette méthode. Quelles sont tes expériences avec la culture des pommes de terre? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles erreurs as-tu commises? Quel succès as-tu rencontré? Tes questions et ton savoir aident cette communauté à grandir. Nous apprenons les uns des autres. Nous nous soutenons mutuellement. Nous partageons nos connaissances. C'est tout le sens de cette communauté. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes plus indépendants. On se retrouve dans la prochaine vidéo et n'oublie pas, la meilleure chose que tu puisses faire aujourd'hui, c'est de commencer. Pas de façon parfaite, pas avec le plan parfait, juste commencer. La perfection vient avec le temps. L'expérience vient avec la pratique. Mais le premier pas, c'est toi qui dois le faire aujourd'hui. Maintenant, à cet instant, mets une pomme de terre en terre, recouvre-la de matière organique, recouvre-la de terre et attends. La nature fera le reste. Tu n'as qu'à créer les conditions, et c'est ce que tu viens d'apprendre.
Si cette histoire a changé ta façon de voir les plantes de ton jardin, alors abonne-toi à notre chaîne et laisse un like. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enfouir. Sème l'avenir. Le prochain trésor sera bientôt révélé.